Et hello les légendes, bienvenue pour notre 88e épisode. On reçoit Hugo Gaston et cet épisode est rendu possible par son partenaire textile Adidas qui a sorti une tenue fabriquée à partir de déchets plastiques recyclés et qu'il portera pour aller le plus loin possible lors de ce Roland-Garros 2022. Dans le cadre de son programme durable visant à prévenir la pollution dans les océans, la firme qui habille la Gast, comme on le surnomme sur le circuit, s'est inspirée des cerfs d'Auteuil et a reproduit la flore et la faune de 4 continents différents sur ses tenues. Elles sont bien sûr disponibles en ligne et dans tous les magasins spécialisés. Beau geste déployé par Adidas qui est également très impliqué avec le revenant Dominic Thiem. L'équipementier allemand vise à avoir moins d'impact sur l'environnement et plus particulièrement sur la protection des océans. Merci à la marque aux 3 bandes de soutenir cet épisode. Ce type de partenariat nous permet de garder l'accès au podcast gratuit, c'est donc hyper important pour nous, pour continuer de vous proposer du contenu de qualité. Place maintenant à l'épisode et on se retrouve sur la chaîne de podcast chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Avec Hugo, on a parlé de sa précocité chez les jeunes, puis du temps que peut prendre l'évolution et la progression des joueurs de son âge sur le circuit senior. On revient évidemment sur son match de folie contre Dominic Thiem, numéro 3 mondial à l'époque, pendant lequel Hugo avait fait 50 amorties gagnantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et la Gast nous révèle son secret pour réaliser l'amortie parfaite. Et oui, c'est cadeau. Et pour le recevoir, il suffit de vous inscrire à notre newsletter en lien dans la description. Je vous enverrai ce passage privé du podcast lors de mon prochain mail. Et vous recevrez aussi un fichier regroupant tous les conseils coaching numéro 1 des précédents invités à mettre en pratique dans votre prochain match. Foncez, c'est gratuit, c'est en lien en description. Hugo nous raconte aussi ce match de dingue contre Stan Wawrinka qu'il avait sorti au tour précédent et la façon dont il a réussi à désacraliser mentalement le monstre qu'il avait en face de lui. On revient sur sa victoire contre Alcaraz après avoir été mené 1-7-0 puis 5-0 au deuxième devant un public de Bercy en ébullition. La Gast nous explique comment il a géré le tourbillon médiatique dans lequel il est entré à l'époque et ce qu'il conseillerait à un jeune qui passerait par là à l'avenir. Comment retourner dans l'anonymat du circuit secondaire, ce que son actuelle aisance financière lui procure. Et il nous touche aussi un mot sur sa préparatrice mentale, ce que ça lui apporte et sa manière de faire face à l'échec quasi chaque semaine. Avant de lancer l'épisode, on organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. Place à l'épisode avec Hugo Gaston. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut Hugo. Salut. Pour commencer Hugo, j'ai une tradition qui est de demander le surnom de mon invité. Est-ce que tu en as un? Lagaste. Lagaste, très bien. Alors Lagaste, tu es né le 26 décembre 2000 à Toulouse. Septembre. Septembre, ça commence très fort, merci. Tu mesures 1,73 pour 68 kilos, c'est toujours ça à peu près? Ouais. Ok. Tu es joueur de tennis professionnel depuis 2018, gaucher, revers à 2 mains, 63e joueur mondial à ton meilleur à ce jour. On te souhaite évidemment d'aller beaucoup plus haut. Tu as découvert ce sport à 2 ans, ton papa était président d'un club. C'était quel club? À Fonsorbe. D'accord, c'est à côté de Toulouse, non, c'est pas ça? C'est à côté de Toulouse. Ok. C'est un peu jeune, mais quels sont tes premiers souvenirs raquette en main? En fait, mes premiers souvenirs, c'est de taper avec un mur, Ok. contre un mur. Après, à quel âge c'était il y a très longtemps, je me souviens plus trop. Voilà, Ouais. et j'ai demandé à tous les adhérents du club de jouer avec moi parce que j'avais toujours envie de jouer, toujours envie de taper la balle. Et par contre, j'avais aussi toujours une raquette dans les mains. Donc voilà, ça a commencé comme ça et ça s'est fait progressivement. D'accord. Tu te souviens les sensations que tu avais eues au départ? Ouais, plutôt bonne. Je suis un joueur dans la vie de tous les jours. J'adore les petits défis, les petits challenges. Voilà, faire courir mon adversaire et tout ça. Donc, je prenais énormément de plaisir à jouer, à faire tous les coups du tennis et puis surtout à s'amuser à cet âge-là. Tu avais déjà une main, du petit jeu, tu faisais déjà des amortis très tôt ou c'est venu plus tard? Ouais, non, ça a commencé depuis toujours, hein. J'ai toujours fait beaucoup de choses, on va dire, dans mon jeu, beaucoup de variations. Ça s'est fait à chaque fois progressivement. Et puis, j'ai croisé des entraîneurs aussi mais qui m'ont laissé faire ça, on va dire, parce qu'ils auraient très bien pu se dire, ben, on va le changer de style de jeu, quoi, mais pas du tout, au contraire.
Donc voilà, depuis toujours, j'ai toujours fait des petits coups un peu différents des autres. Parce que voilà, à cet âge-là, on tape juste dans la balle et moi, j'essayais juste de faire courir l'adversaire et c'est ce qui m'amusait, quoi. C'est bon ça. T'es fan de Rafa en grandissant. Ta surface préférée est la terre. Tu te décris comme quelqu'un de toujours heureux. On va voir si tu es heureux à travers cette interview, Hugo Lagaste. Si tu avais, si t'avais pu, tu aurais bien pris 12 centimètres de plus pour faire 1,85. Je te rassure, moi aussi, j'aurais fait pareil. On va commencer du coup par parler de ta très solide carrière chez les juniors. Premier gros résultat, tu gagnes l'Orange Bowl en simple en 2017 à Miami, en Floride. Un des grades A les plus importants en dessous des grands chelems. Je le recontextualise pour les auditeurs qui nous écouteront un peu plus tard. On appelle cette compète le championnat du monde des moins de 18 ans, remporté par Tim, Baghdati, Soderling, Roddick et Roger, entre autres, mais aussi beaucoup d'autres joueurs qui n'ont pas forcément donné grand-chose par la suite. Est-ce que tu peux nous raconter ce titre, ce que tu as vécu cette semaine-là sous le soleil floridien? Ouais, non, c'était forcément des très très bons souvenirs. En fait, j'avais fait une tournée de 2 semaines et la semaine d'avant, j'étais allé d'hier à Bradenton où j'avais perdu au premier tour. Donc ça, c'était vraiment pas bien passé du tout. Donc forcément, j'avais à cœur de mieux faire, surtout que je faisais pas partie des favoris, mais j'avais déjà un bon classement. Donc je suis arrivé à l'Orange Bowl en me disant qu'il faut que je fasse un bon truc, un bon résultat. Et puis voilà, donc forcément, j'étais déterminé, envie de faire quelque chose de bien. Puis ça s'est très bien goupillé jusqu'en demi-finale où je joue, je crois qu'il était numéro 1 mondial à ce moment-là, un Kazakh, Skatov. Je gagne en 3h30. On finit à je sais pas quelle heure. Enfin voilà, avec une finale le lendemain, il me semble à midi, contre un autre Kazakh que je connaissais pas du tout. C'était vraiment une surprise qu'il soit arrivé jusqu'en finale. Et voilà, donc fallait que. Donc j'arrivais sur cette finale en tant que favori. Donc, Ok. jamais simple à appréhender, mais je l'ai plutôt bien géré. J'avais pas forcément de pression, de stress. J'étais content de ce que j'avais fait déjà. Et puis j'ai fait un super match. Je gagne en 2-7 assez facile. Et puis voilà, pour gagner ce tournoi et rentrer à la maison, c'était pour finir l'année parce que c'était en décembre. Ouais, Il y avait rien de mieux. c'est bon ça. Et tu avais fait un petit passage chez Seb Grosjean là-bas ou pas? Non, 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 non. Pas croisé? Ok. J'ai vu que tu étais chez IMG, une agence de marketing qui gère les droits des meilleurs athlètes du monde, qui a le siège aux US. Est-ce que c'est grâce à ce titre-là qui t'a donné une certaine exposition ou ça s'est fait plus tard? Non, en fait, j'ai signé avec IMG un peu plus tard, mais pas beaucoup, beaucoup plus tard, il me semble, peut-être 2 ans après. Ouais, Donc peut-être que ici ils m'ont aperçu là-bas, hein, sûrement. Ça, je sais pas trop. C'était plutôt mon père qui s'occupait de tout ça, mais peut-être que ça a joué un rôle aussi dans ma signature avec eux. yes. Régis Brunet, agent historique chez IMG dans le tennis français, qui est passé au micro. On a fait un marathon de l'interview de 5 épisodes exceptionnels. Je t'encourage vivement à l'écouter à l'occasion. Tu as aussi gagné l'Open Australie Junior en double en 2018, associé à Clément Tabur, alias le Dalleux, aujourd'hui 400e à l'ATP. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ce titre à l'autre bout du monde? Ouais, ben forcément, parce on avait fait 15 jours ensemble en Australie. Il y avait un tournoi de préparation avant et j'avais déjà l'habitude de jouer avec lui. Donc, euh, donc forcément, on était ensemble en plus en pôle France et tout ça, donc on se connaissait vraiment bien. Encore à l'heure d'aujourd'hui, on se connaît très bien. Donc de pouvoir gagner un titre avec un pote, ben, c'est quelque chose qui est très très sympa et encore plus un grand chelem, hein. J'ai eu la chance de gagner un grand chelem avec lui et puis forcément, il y avait des moments inoubliables, hein. C'était aussi au moment de son anniversaire, plus ou moins. Voilà, donc ça faisait un joli cadeau d'anniversaire. Très bon ça. Est-ce que tu aurais une anecdote qui te revient sur les grands chelems juniors, puisque vous, ça coïncide avec la deuxième semaine chez les seniors, je sais pas, d'avoir croisé, d'avoir échauffé ou partagé un déjeuner avec une espèce de légende du tennis à ce moment-là. Est-ce que tu aurais un truc à nous raconter? Ouais, ben on partage les vestiaires avec ben forcément les pros quand on est en junior. Donc, ben, quand tu es junior, ben forcément, c'est quelque chose ben, qui est quand même super. Voilà, c'est une chance. Donc,
forcément, dans les vestiaires, ben, tu croises tout le monde, hein. Tu croises des champions, tu croises des Federer, mais tu vas aussi croiser des Lendl ou des trucs comme ça. Donc, quand on est jeune comme ça, on les regarde un peu avec les gros yeux, se disant putain, on est là, est-ce qu'on est vraiment à notre place? Mais au final, non, c'était plus anecdote, pas forcément, mais voilà, c'est juste de partager ben, les vestiaires avec des légendes de notre sport. Ça fait plaisir et c'est sympa. Tu osais un peu les solliciter pour leur dire, voilà, je joue avec le Dalleux en finale, tu me conseilles quoi? Je sais pas, tu vois, mais est-ce que tu oses un peu leur parler à certains moments? Pas trop, je suis pas trop comme ça d'aller accoster les joueurs ou quoi, j'ai envie de les laisser tranquilles. Donc, puis voilà, ça fait pas partie de ma personnalité. Après, il y a les Français qui sont là à côté et qui nous encouragent et tout ça. Donc voilà, en Australie, j'ai souvenir qu'il y a des Français, je sais plus exactement qui, mais voilà, il y a des Français qui nous ont encouragés avant notre finale du double. Et voilà, ça fait toujours plaisir. C'est un monde qui s'intéresse aussi au circuit junior et c'est cool. Peut-être plus simple d'avoir un tips d'un Nico Mahut ou un Pierre Hugues avant la finale du double, quoi. Ouais, voilà, ça a peut-être aidé. Ouais, yes. Tant mieux. T'as, t'as dit quoi? Pas trop en dire après. Ouais. T'as été porte-drapeau aussi de la délégation française des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires, en Argentine, donc. T'avais, si j'ai bien compris, déjà fait 29 fois le tour de la Terre en étant à peine majeur. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça faisait d'être porte-drapeau? Est-ce que la cérémonie d'ouverture, elle est aussi majestueuse que celle des vrais JO? Est-ce que tu as eu des frissons? Enfin, est-ce que tu peux nous le faire revivre? Ouais, ben déjà de participer aux Jeux Olympiques, c'était ben, quelque chose de dingue parce que moi, en tant que grand fan de tous les sports et des JO, donc c'était ben, un rêve pour moi de pouvoir participer aux JO. J'ai la chance d'être tombé dans une bonne année pour pouvoir faire les JO de la jeunesse. Après, en plus de ça, être porte-drapeau, c'était quelque chose ben, de dingue parce que je m'y attendais pas forcément. Voilà, et puis mine de rien, ça peut rajouter une pression en plus, mais pour le coup, ça s'est quand même plutôt bien passé. Puis pour la cérémonie d'ouverture, forcément, il y a un petit peu de stress parce que ben, c'est toi qui représente tout ton pays avec un drapeau. T'as pas envie de faire des conneries, de faire tomber le drapeau ou quoi que ce soit. Donc, faut se tenir à carreau. Et puis non, c'était quand même un truc de dingue parce que voilà, je suis passé sur une estrade, sur un podium ben, avec les couleurs de mon pays. Et c'était quelque chose que j'oublierai jamais. Il y a un feu d'artifice, il y a un stade rempli à craquer. Enfin, c'est un peu comme les vrais JO ou c'est quand même très différent? En fait, non, c'était pas dans un stade, c'était en plein centre de Buenos Aires. Ok. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Mais voilà, ça a duré peut-être 5-6 secondes le temps de marcher, de défiler. Mais voilà, c'était quelque chose de dingue. Il y avait peut-être feu d'artifice, je me souviens pas trop. J'étais concentré sur mon drapeau. Ok. Tu fais carton plein. Tu remportes l'or en simple et deux autres médailles de bronze en double avec ton pote Tabur toujours et en mixte avec Clara Burel, le tout sur terre battue. Est-ce que tu peux nous raconter la finale contre le local argentin Facundo Diaz que tu bats devant 5000 personnes quand même? Ouais, bah déjà, avant de rentrer sur le terrain, j'étais vraiment très décontracté bah, parce que forcément, déjà, je savais que j'allais avoir une médaille. Donc, déjà, c'était un objectif qui était atteint. Après, forcément, je suis rentré sur le terrain pour gagner. Et puis, je me suis dit que ça allait être une bonne ambiance contre un Argentin, que j'allais me régaler, enfin, voilà, qu'il fallait que je profite du moment. Donc, il y avait beaucoup de supporters argentins, mais il y avait quand même pas mal de Français qui m'ont poussé. Et puis, il y avait une très, très belle ambiance. Puis de pouvoir battre un Argentin en finale des JO en Argentine, ben, c'était le meilleur truc que je pouvais vivre en termes d'expérience, même pour la suite de ma carrière. Et puis, au final, voilà, sur le moment, c'était juste incroyable, la sensation que j'avais, voilà, de pouvoir ramener ben, l'or pour mon pays, c'était quelque chose de super. C'est énorme. Et entre l'Orange Bowl et les JO de la jeunesse, on sent que tu fais péter deux énormes résultats. Comment ça fait que tu n'as pas réussi à t'envoyer un grand chelem junior? Ouais, parce que bah, différent. En Australie, je fais quart de finale contre un Serbe où j'ai deux occasions et je perds 6-4 au troisième. Après, il y a Roland. Ça se passe pas bien, voilà, parce que tu as envie de bien faire, tu à la maison, mais voilà, tu te libères pas. Et puis après, t'as Wimbledon, sachant que t'as pas bien joué au tournoi d'avant, tu te mets peut-être une pression en plus.
Voilà, donc j'ai fait, pour le coup, je suis passé un peu à côté de Roland et de Wim, mais bon, c'est comme ça et c'est pour ça, je pense aussi que ces JO, c'était pour moi de la même, du même niveau que les grands chelems, voire mieux à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que j'ai bien joué à ce moment-là. T'as fait qu'une année du coup de Grand Chelem Junior? J'en ai fait, non, deux. J'ai fait 2 années, les années d'avant. Moi, j'avais pas fait l'Australie. L'Australie, j'ai fait qu'une fois. J'avais fait Roland 2 fois, Wim 2 fois et US 2 fois. Ok. Et moins d'ouverture sur les premières fois du coup Ouais, sur les premières fois, beaucoup moins. Déjà, j'avais 1 an de moins. Et Ouais, je suis contre des joueurs qui jouaient très bien. Donc, d'accord. En regardant un peu Tabur, je vois qu'il est 400e. Facundo Diaz, il est 300e, je crois, actuellement. Le Kazakh dont tu parlais tout à l'heure à l'Orange Bowl, il est 190, il me semble. C'est plus ou moins voilà, des évolutions progressives. Toi, finalement, tu es déjà top 100. Est-ce que tu sens que tu as passé des caps un peu plus rapides que ces gars-là? Est-ce que tu sens que tous ces mecs vont finir par arriver à maturité et à percer, ou tout ça est finalement hyper non, incertain et tu peux pas trop t'avancer, quoi, tu vois? non, c'est dur de dire quelque chose, hein. Chacun a sa progression. Chacun va à son rythme. Skatov, il a mis un peu de temps aussi à monter un classement et il est monté d'un coup. Et aujourd'hui, il est 180, 190. Clem, c'est un peu pareil, mais voilà, c'est des joueurs qui jouent très bien et ça montre aussi la difficulté du circuit, hein, que ce soit en futur, en challenger et sur le grand circuit, c'est très dur d'y arriver. Il y a très peu de monde qui arrive. Moi, j'ai la chance d'y être arrivé, mais voilà, je compte pas ressortir de suite décembre. Mais ouais, non, chacun va à son rythme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une progression qui était quand même assez rapide. Bon, c'est sûr qu'on compare avec d'autres personnes, ça peut être toujours plus rapide, mais voilà, je suis content de là où j'en suis aujourd'hui et de là où j'étais il y a 2 ans, quoi. C'est qui les mecs de ton âge qui sont devant, bien devant, juste devant? Il y a Félix, Moi, j'ai Yacine, ouais. Yacine, qui est là depuis pas mal de temps, hein. J'ai l'impression que ça fait 10 ans déjà qu'il est. Ouais, c'est clair. Après, il y a Brooksby, Ok. qui est ma génération, qui, pareil, lui, qui pour le coup n'a pas beaucoup joué en junior, il est vite monté, grosse progression. Après, il y a Sinner qui a 1 an de moins, qui est là depuis pas mal de temps aussi. Euh, Après, il y a Alcaraz, hein, qui a 3 ans de moins. Il y a Musetti avec qui où j'ai pas mal joué en junior. On était assez souvent ensemble, qui voilà, au même classement que moi à peu près. Ok. Voilà, on est 5-6 à peu près, un peu plus, une petite dizaine à être à ce classement-là, quoi. C'est un peu aussi comme Baez, hein, qui a mis un peu plus de temps à arriver dans les 100 et maintenant il y est, il a très vite progressé. Et, Hmm. chacun va à son rythme. Puis voilà. Tu termines l'année junior numéro 2 mondial, tu fais demi au Masters de fin d'année, Masters junior. Ça se joue où? Est-ce que c'est des conditions aussi hyper privilégiées, un peu comme le Master senior? Ouais, bah déjà c'était assez compliqué parce que bah, en fait ça s'enchaînait avec les JO. Ouais, En fait, j'ai fini les JO et normalement on est obligé d'attendre la cérémonie de finale pour partir. Et moi j'avais une exemption pour partir avant. d'accord. Donc en Argentine, j'ai dû partir en Chine pour les JO, donc, à l'autre bout, sur une surface complètement différente. Donc voilà, c'était sur dur alors que j'étais sur terre battue 2 jours avant. Ah ouais. 3 jours après, je commençais le master, donc bon voilà, sachant avec mon classement, je savais que je pouvais éventuellement finir l'année numéro 1, mais bon, il fallait qu'il y ait des concours de circonstances, mais ça, j'y pensais pas vraiment. Et au final, je suis arrivé, je perds mon premier match, très dur, où je me sens vraiment pas bien. Je me dis un peu, qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc j'étais avec mes parents et tout ça. Et après, au fur et à mesure, je vais de mieux en mieux. Je gagne mon deuxième tour de poule, puis mon troisième match de poule aussi. Et là, j'arrive à me qualifier pour les demi où je joue le numéro 1 mondial, justement. Ok. Et là, on fait un super match. Je perds en 3-7, 6-2 ou 6-3 au troisième. Mais voilà, sans avoir de regrets. Et après, par rapport aux conditions, on était plutôt pas mal. C'était à Chengdu. Je sais qu'il y avait un 250 là-bas. Je ne sais pas s'il y a encore. Ouais. On était vraiment dans un bon site. Il y avait tout sur place. Donc, on était quand même très, très bien là-bas. Ouais. C'est qui le numéro 1 mondial dont tu parles? C'était Tseng, un Taipei qui est peut-être 150 maintenant. Ok. Un 2001 qui, pareil, en junior, je crois, a fait finale en Australie, gagné Roland, gagné oui, mais fait demi à l'US. Machine.
Donc, qui a beaucoup gagné tous en junior. Et pareil, voilà, sur le circuit senior, il a mis un tout petit peu plus de temps à arriver. Et là, il commence à avoir un très, très bon classement aussi. Tu voyageais beaucoup avec tes parents? Non, non, parce qu'en fait, mon entraîneur perso, à ce moment-là, qui était Marc Barbier, qui est toujours encore aujourd'hui, était venu avec nous, était l'entraîneur de l'équipe de France donc au JO, et était obligé de rester jusqu'à la fin. Puis voilà, ça permettait aussi à mes parents de venir avec moi, vu que c'était une longue tournée, et de passer du temps avec eux. Est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro, classement par classement, pas forcément les âges, mais au moins, tu vois, l'enchaînement des classements. Ouais, j'ai été à peu près, hein, j'ai été 35, 32, 31, je crois. Après 15-5. Attends, 32-31 intermédiaire ou 32-31 fin de la saison? Ouais, ça, c'est dur de dire. Parce que si sur toute une saison, tu as fait 32-31, Hugo, j'aurais pas parié sur un huitième à Roland, quoi, tiens. Ouais, non, ça doit pas être ça. Mais en fait, c'était le classement quand on était jeune. Donc, en fait, la Fédé bloquait les classements. Donc, on avait des classements. Des fois, on arrivait à 5-6 sans avoir gagné un match. Enfin, bon, voilà. Alors attends, je t'ai coupé. 32-31. À peu près, hein, je suis pas sûr du tout. Hein. C'est vrai, je les ai même pas fait s'il faut. J'ai fait non classé 15. Non, non, après j'ai souvenir d'avoir été 15-5, 15-3, 15-1, 5-6. Je passe à 4-6. Je crois que je suis rentré à Poitiers à 12-13 ans. Je devais être 5-6. Je faisais partie des meilleurs en termes de classement, même si ça ne veut pas dire grand-chose à cet âge-là. Mais après, j'ai fait donc 5-6, j'ai fait 3-6, 1-6, 0, -2, je crois que j'ai tout fait après. -2, -4, -15. Et après, je suis passé de numéro 100 à numéro 80, 80 à 60. Et après, je suis passé à 30. Et après, alors aujourd'hui, je ne sais même pas combien je suis 8, 6, je ne sais même pas. Donc voilà, à peu près, plus ou moins. Pas trop dur de quitter chez toi pour intégrer Poitiers à 12-13 ans? Un petit peu, mais ça allait. C'est ce dont j'avais envie aussi de partir en Pôle France. J'ai eu l'occasion d'y aller. On m'a fait une proposition pour y aller. J'y suis allé. Voilà, c'était mon choix. Mes parents m'ont pas du tout forcé. Donc, dur, oui, un petit peu parce qu'on est encore jeune. Mais voilà, j'étais avec les copains. On était tous dans le même cas. Donc on était tous ensemble. Et puis, on s'entendait déjà tous bien. Donc, il y avait quand même une bonne ambiance. Donc ça allait. Je l'ai bien vécu en tout cas. Tu pétais des câbles sur le cours étant jeune ou tu as toujours été plus ou moins maître de tes nerfs? Non, non, bah, encore à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive de péter des câbles. Hein. On est tous des humains, on a le droit de s'énerver, surtout au tennis. Hein. C'est assez frustrant. Donc non, j'ai toujours été un petit peu nerveux sur le terrain. Après, voilà, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est très calme, qui s'énerve pas beaucoup. Mais sur le terrain, ça m'arrive d'être un peu nerveux des fois. Ouais. Et à partir de quel âge t'as rêvé? Et tu rêvais de quoi précisément? Tu te souviens vraiment le début de te dire, oula, je sens que j'ai envie de trucs concrets là. Ouais, c'est plus quand je suis rentré à Poitiers, donc vers l'âge de 12-13 ans, où Ouais. c'est un peu plus sérieux, un peu plus cadré. Parce qu'avant, c'était plus on va jouer parce qu'on en a envie, on s'amuse et tout ça. C'était un tout petit peu moins sérieux, même si c'était assez sérieux. Mais bon, on est encore jeune, donc il ne faut pas non plus être dans l'excès. Mais je dirais à 12-13 ans, où on a vraiment commencé à être très bien cadré. Et c'est à ce moment-là, en plus, loin des parents, que je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer un truc dans le tennis. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais ben voilà, essayer de kiffer, continuer à bien m'amuser et puis tenter ma chance. Et clairement, ton Graal, c'était quoi déjà à cet âge-là? Bah, gagner un grand chelem, et d'abord, forcément, c'était de rentrer dans les 100. Avoir un classement à deux chiffres, c'est toujours sympa, mais forcément, quand on est jeune, on rêve tout le temps d'être numéro un mondial ou de gagner un grand chelem. Ouais. Forcément, voilà, maintenant, c'est plus des objectifs parce que j'ai la chance de disputer les tournois pour essayer d'y arriver. Mais ouais, quand j'étais petit, c'était ça. J'ai eu Gilles Simon au micro qui me disait, un enfant, il s'en fout d'être top 100. Tu vois, c'est parce que je dis pas que tu t'en foutais. Mais quand tu es petit, c'est vrai que c'est tellement intangible d'être dans les 100, tu vois. Ouais. Alors que, ouais, s'envoyer Roland ou un grand chelem, forcément, être numéro un, voilà. Mais c'est Petit, vrai que tout ça, ça vient avec la raison, avec la réalité du circuit, tout voilà, ça. on est petit, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'il faut faire aussi pour y arriver, pour Ouais. arriver.
on sait que c'est très, très compliqué. Donc, on dit direct être numéro mondial ou gagner un grand chelem. Puis, forcément, après, c'est le but ultime aussi de chaque personne, je pense. Tu as toujours été très talentueux et un peu dans le haut du panier, ou tu t'es fait au fur et à mesure? Non, en fait, j'ai la chance de toujours avoir été, entre guillemets, dans les meilleurs de ma génération. Même en étant plus petit, hein, sur les TMC ou quoi, je faisais partie des trois quatre meilleurs à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours été un peu en haut, on va dire, dans les meilleurs sur chaque catégorie. Ok. Comme cette interview est timée et que Sandrine veille au grain derrière, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de poser cette question, donc je la pose tout de suite. Hugo, il y a cette stat incroyable, j'aimerais que tu nous parles du match contre Dominic Thiem, mais j'ai une trame avant d'y arriver, où tu as sorti 50 amortis, dont 40 points gagnés grâce à ce coup, ce qui a fait déjouer Dom le Bûcheron, qui était troisième joueur mondial à ce moment-là, et qui a déclaré ces amortis viennent d'une autre planète. Est-ce que tu peux nous révéler, du coup, le secret de comment réaliser l'amortie parfaite, Hugo, s'il te plaît? ouais, non, en fait, Hop là, les légendes. Pour recevoir ce passage privé du podcast, il suffit de t'inscrire à notre newsletter qui est en lien dans la description de l'épisode. Tu recevras le secret d'Hugo Gaston pour réussir l'amortie parfaite. Fonce, c'est offert et on y retourne. Et chez les pros, du coup, on bascule chez les seniors. Tu gagnes quelques futurs en 2019, tu joues tes premières qualifs sur le circuit. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP? Le tout premier, c'était où? Est-ce que tu as ressenti? c'était à Mont-de-Marsan. Yes. Je sais pas si tu fais exprès de poser cette question. Bah, je la pose plus ou moins dans toutes les interviews. Donc, Non, en fait, c'était à Mont-de-Marsan. C'était, je sais plus en quelle année, je me souviens plus. Et en fait, donc, je me qualifie. Déjà, je gagne 2 matchs. J'étais très content de me qualifier pour le futur, pour avoir la chance de prendre un point ATP. Et je joue en espagnol, un qualifié aussi. Et donc, je joue le premier set. Je perds le premier set, peut-être 6-4. Deuxième set, il y a 5 partout, 6-5 pour moi. Il me fait un amorti sur mon coup droit, en fait. Et je pose ma main par terre. Et en fait, j'entends mon pouce droit faire un crack. wow. Et en fait, je me suis pété le pouce. Ah ouais, chaud. Mon entraîneur sur le côté, il pensait que je m'étais juste râpé le pouce et tout ça. Et j'arrive à gagner le deuxième set. Et troisième set, en fait, je joue en revers, mais je m'utilise pas du tout la main droite parce que je pouvais pas, j'avais beaucoup trop mal, mon pouce il était énorme. Et en fait, je gagne le troisième set 6-0. Et donc, en fait, je prends mon premier point comme ça. Allez là. Le lendemain ou le surlendemain, je devais jouer contre Greg Jacques. J'ai dû faire forfait. Tu es le seul Français à être au troisième tour. Donc, énorme coup de projecteur. Et la magnifique, tu sors Stan Wawrinka, 17e mondial à ce moment, en 5-7 exceptionnel, en lui collant encore une fois une bulle dans la DER. Est-ce qu'on peut revenir sur ce match? Comment t'as fait? Et qu'est-ce que t'as ressenti, quoi? Première ambiance de Maboule dans ta carrière. Ouais, c'était forcément un très bon souvenir pour moi, hein. C'est sûr. Déjà, première fois que je joue sur un terrain aussi grand, sur le Lenglen. Donc, premier set, je prends 6-2. Voilà, il frappe très fort. Je suis un peu voilà, attentif parce que voilà, il faut aussi que je prenne mes repères parce que j'ai pas l'habitude de jouer sur des terrains comme ça. Et au fur et à mesure du match, du déroulé du second set, j'ai pris confiance. Il a commencé un petit peu à douter. Mon tennis s'est mis en place. J'ai très très bien joué. J'ai été très régulier physiquement. Je me sentais très bien. Et c'est au début du troisième set où je commence à prendre les devants. Il y a eu une interruption par la pluie. Donc on est rentré au vestiaire et après quand on est revenu, j'ai direct pris les devants au score et forcément ça m'a libéré. Donc j'arrive à mener 2-7-1. Et après à 2-7-1, on se break mutuellement assez souvent dans le set où on arrive à 4-4 où j'ai des balles de jeu que je fais pas, machin. Et au final ça fait 5-4 et après je me fais rebreaker 6-4. Et au cinquième set, je me suis dit, écoute, il y avait pas mal de monde dans les tribunes, c'est à l'époque du Covid, donc il y avait une jauge à respecter qui était 2000, mais j'avais l'impression que les 1000 étaient sur le terrain. Donc, Yes. donc j'ai essayé de profiter de chaque moment. Je continuais à bien jouer, je me sentais vraiment bien, surtout physiquement. Et puis voilà, premier jeu, on fait un long jeu que j'arrive à gagner en le breakant.
Ça lui a mis peut-être un coup d'air à la tête, mais moi, de mon côté, je me suis très bien senti. Ça m'a un petit peu libéré, ça m'a fait du bien après la perte du quatrième. Puis après, j'ai continué à très bien jouer, à être solide. Lui, il a eu un petit peu plus de mal physiquement, voilà, parce que j'ai pas mal varié le jeu. Et au final, voilà, j'ai réussi à conclure en faisant 6-0. Je m'attendais pas forcément, mais physiquement, je me sentais super bien sur le terrain et ça m'a vachement aidé. Et c'est grâce en partie à ton coach que tu arrives à lâcher prise parce que le mec est 17e mondial, tu viens un peu de nulle part à ce moment-là. Comment tu arrives à désacraliser le mec qui est en face de toi, qui a déjà gagné ce tournoi-là, faut le rappeler quand même. Ouais, non, c'est sûr. Ben, c'est un peu, ben, au premier set, c'est un peu ce qui s'est passé dans le mauvais sens, on va dire, mais dans le second, j'ai commencé à me libérer parce que si je continue à jouer de la même façon et à le laisser faire, j'allais prendre 6-2, 6-2, 6-2 et j'allais rentrer. Au moins là, j'ai essayé quelque chose, hein, quitte à prendre 6-2, 6-0, 6-0, mais essayer de faire autre chose, produire autre chose. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et une fois que tu vois que tu es capable de l'embêter, de le breaker, surtout quand tu as rien à perdre au troisième tour sur un joli cours, voilà, enfin, juste essayer de profiter, de kiffer un maximum. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai commencé à me libérer. Il a fait une ou deux fautes qui m'ont mis en confiance. J'ai réussi à le breaker. Et après, ça m'a montré que j'étais capable de le faire. Donc voilà, après au fur et à mesure, et puis au cinquième, clairement en face, je faisais pas attention à qui c'était, hein. J'avais Mm. envie de gagner, donner le maximum et voir ce que ça allait donner. Et l'interruption de la pluie t'a aidé pour parler avec ton coach ou pas? Ouais, un petit peu. Après l'interruption de la pluie, je suis allé au restaurant, j'ai mangé un petit peu, j'étais avec mes potes, avec ma copine sur le canapé, assez très relâché, très relax parce que j'étais déjà content d'avoir gagné un set. Et Ok. je commençais à prendre le devant et on pouvait se dire, à l'interruption, elle fait un petit peu de mal parce que justement, je commençais à prendre les devants sur lui. Au final, je suis revenu de la même façon, en continuant à très bien jouer et voilà. Et tu voulais pas rester dans ta bulle, faire des montées de genoux dans les vestiaires, t'étais chill quoi. Ouais, non, j'étais assez relâché. C'est sur le match contre Team après sur le central où au début il y avait beaucoup de vent, on a joué à l'extérieur. Il y a eu de la pluie. Et, au premier set, c'était à 4-3, il me semble. On a arrêté, on nous a mis dans une chambre juste à côté du central. Et en fait, les entraîneurs n'ont pas le droit de venir. Et donc, il y avait Team dans la chambre et moi, j'étais dans la chambre à côté. Il y avait une table de massage et moi, j'étais allongé et j'attendais que le toit se ferme pour qu'on reparte sur le central. Et j'attendais les petits pas à côté, dans la salle d'à côté, les teams en train de faire des sauts partout. Et je me suis dit, il va envoyer quand on va rentrer. Au final, euh, au final, ouais, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, moi, j'aime bien être assez relax. Donc Ouais. voilà. Avant de basculer sur Team, suite à ta victoire contre Stan, c'est la classique française, la une de l'équipe. Hop, rien que ça. Gaston la gagne. Tu l'as gardé, tu l'as fait encadrer ou pas? Ouais, on me l'a offert après le tournoi parce que forcément, quand tu es dans le tournoi, je savais que j'avais fait quelque chose de super, mais je me rendais pas forcément compte aussi de tout ça parce que faut pas oublier qu'on était encore dans une bulle, donc on sortait pas vraiment, on voyait pas trop ce qui se passait à l'extérieur. Mais Ouais. oui, c'est sûr que quand tu es à la une de l'équipe, c'est un peu s'emballer, mais ça fait aussi plaisir hein, d'un côté forcément. Mais Ouais. moi, je l'ai quand même très bien vécu. J'étais avec ma copine, assez tranquille à l'hôtel, donc voilà. Et c'est justement la question que je me posais, c'est tu rentres dans une espèce de tourbillon médiatique. C'est l'événement, un des événements sportifs les plus importants en France chaque année, évidemment le plus important dans le tennis. Euh, Comment tu as vécu cette explosion médiatique? Ça a été une sorte de marathon un peu des médias, non? Ouais, un petit peu. En fait, j'ai perdu le dimanche contre Team. Et toute la semaine, j'ai consacré cette semaine aux médias. Forcément, il y a eu beaucoup de demandes hein, aussi, aussi normal. Et puis, ça fait partie du métier, mine de rien, d'être sollicité. Mais je l'ai plutôt bien vécu. J'ai la chance d'être très bien entouré, donc on a un petit peu cadré les choses. Mais de toute façon, il faut le vivre hein, pour savoir réellement ce que c'est. Donc voilà, après, forcément, mentalement, ça use déjà que ça, Roland m'a usé parce que physiquement, mentalement, ça demande beaucoup de choses. Et en plus, les médias derrière, c'était aussi, mine de rien, très éprouvant. J'avais une semaine et après, je suis reparti en tournoi, pas la semaine d'après, mais encore d'après. Et j'étais très juste mentalement, quoi. J'étais vraiment à bout de piste. Donc voilà, ça use quand même mentalement, ça prend beaucoup d'énergie. Ton compte Insta a explosé à ce moment-là, non? Tu étais passé à plus de 100 000 abonnés, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais bon, mon téléphone tout court a explosé. Hein. Après le match contre Mavrinka ou Team, je ne me souviens plus, j'avais éteint mon téléphone et il continuait de s'allumer tout seul. Enfin bon, c'était. Après, c'était dans. Ce qui est bien, c'est que c'était dans le bon sens. Donc non, c'était quelque chose de.
super, ouais, forcément. T'étais passé de combien d'abonnés sur Insta à 100 000? Ouais, j'avais 5 000 et après Roland, j'avais 130 000. La machine. Ouais, non. Et, et- Après, ouais, c'est sûr que, mais même ça, je trouve que je l'ai quand même bien géré parce que, mine de rien, c'est ben, l'image aussi qui change. Faut faire attention à ce que tu postes sur les réseaux, machin. Mais après, par rapport à ça, moi, je me débrouille assez bien et j'arrive à prendre suffisamment de recul aussi. Donc, je me prends pas trop la tête avec ça. et si tu devais conseiller un jeune qui va peut-être vivre la même chose que toi, tu lui dirais quoi avec l'expérience? Bah, de séparer sa vie personnelle et sa vie de joueur de tennis professionnel, c'est deux choses assez différentes. Et puis aussi faire la part des choses, quoi. Ça veut pas dire que j'ai 130 000 personnes qui me suivent sur les réseaux qu'on a fait quelque chose dans la vie, quoi. Et ça te fait bizarre de recevoir des messages de gens qui, subitement, des textos ou quoi, de personnes dont tu n'avais plus trop contact, il y en a qui ont essayé de profiter un peu de la situation ou quoi, ou Non, non, franchement, ça allait? après, pour être honnête, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Ah, moi, Même- tu m'as jamais répondu, hein. C'est pas vrai, c'est pas... C'est pas que j'ai pas envie de répondre, c'est juste que des fois, même des fois, là, je tombe sur des messages. Je vais envoyer un message et je vois que la personne m'avait envoyé un message pour me féliciter de Roland. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me répond maintenant? Mais c'est juste, je vois pas forcément. Mais non, tu profites franchement, non, pas trop, parce que voilà, j'avais mes potes avant, même après, je suis la même personne, donc voilà. Juste pour revenir rapidement sur le huitième, t'es pas loin de l'exploit du coup contre Dom, Dominic Thiem, mené 2-7-0, tu finis par céder 6-3 au cinquième. C'était la première fois d'ailleurs qu'un joueur emmenait l'Autrichien au cinquième set à Roland, après qu'il ait mené 2-7-rien. Qu'est-ce qui t'a manqué ce jour-là, tu sais? Ouais, c'est dur de dire quelque chose comme ça parce que j'aurais pu prendre 3-7 et au final, après 2-7, 2-7-0, j'ai continué, je me suis servi du public, ils m'ont aidé, mon niveau de jeu était très bon. Après, au troisième, ça se joue sur des détails, hein. J'étais tout proche, je sais, le jeu à 3-3 ou je suis à 30 voilà, tout proche, hein. Mine de rien, ça paraît encore loin, mais mine de rien, c'était vraiment pas loin parce que je commençais à prendre le dessus. Et après, voilà, avec son expérience, il a su resserrer le jeu sur la fin. Mais voilà, je suis sorti du match, j'étais très fatigué. Il y avait un petit peu de regret parce que voilà, 2-7-0, je reviens à 2-7 partout. J'ai l'occasion de gagner. Au final, je ne fais pas, mais franchement, il y a la fierté qui est passée au-dessus très rapidement. Est-ce que ça te fait halluciner qu'il soit dans une période de doute aujourd'hui, Dominique, quand on le pensait aussi fort, tu vois, aussi robuste? Ouais, ben, ça montre que ben, jamais rien n'est acquis, hein. Même si je sais qu'il va revenir, hein, il était blessé, donc voilà, ça montre que ben, c'est dur aussi de tenir sur la durée, même il a été très très bon et je sais qu'il va revenir d'ici très peu de temps, ça j'en doute pas. Mais ouais, ça montre que c'est compliqué, qu'une carrière c'est très compliqué du début à la fin, quoi. À l'issue de ce Roland, tu gagnes 189 000 euros bruts et avant impôt, c'est important de le préciser. Quand on sait à quel point ça peut être dur financièrement sur le circuit, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant le virement de cette somme sur ton compte en banque? Non, ben c'est important, hein. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, hein, pour être joueur de tennis professionnel, il faut aussi un financement, hein, et le financement ben, passe par ces tournois-là. J'ai eu la chance de faire un huitième de finale, donc forcément j'avais un peu moins de questions à me poser sur la suite de ma saison déjà, parce que ben, forcément 189 000 euros c'est pas rien, c'est quand même très très bien. Avant toutes les taxes, c'est important de le préciser quand même. Il y a ça aussi derrière, hein, parce qu'on garde pas les 189 000 euros. Donc voilà, mais c'est sûr que nous, surtout à ce classement-là, j'étais 230, 240 à peu près. Donc c'était important pour moi, ce classement, ben, d'avoir un financement, même si j'avais des équipementiers ben, qui payaient ou quoi. Mais bon, ça suffit pas. Ça fait partie de la vie de professionnel de jouer, de voyager chaque semaine. Donc on a besoin d'un financement. Et franchement, après je jouais, je faisais vraiment pas attention à l'argent que j'avais gagné. J'étais plus sur le classement que je pouvais prendre et tout ça. Je regardais pas vraiment, mais c'est sûr que c'était un bon soulagement aussi, hein. Tu payes ta structure toi-même? Ouais, 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 ouais. Elle, C'est aussi important pour ça. elle te coûte combien à peu près annuellement? Ah, c'est dur de dire quelque chose parce que voilà, j'ai une entente aussi avec mon club, mon préparateur physique, donc c'est dur de donner des chiffres. Mais en tout cas, voilà, il y a mon entraîneur tennis, il y a mon kiné, il y a mon prépa physique, ma prépa mentale.
Il y a les déplacements, voilà, pour tout le monde, même si je voyage pas tout le temps avec eux, mais je voyage tout le temps avec mon entraîneur tennis ou alors mon entraîneur physique. Donc, ça fait toujours plus une personne. Donc, on double le budget. Donc, c'est quand même pas donné. Après, voilà, on a la chance. Moi, maintenant, j'ai la chance d'être dans les 100, de bien gagner ma vie et tout ça, même si on est beaucoup imposé. Mais voilà, ça fait partie du métier, quoi. On va T'es pas à, t'es à plus de 100 000 euros, tu penses, de frais de structure annuels? Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais, Ouais. d'accord. C'est quoi ton plus gros craquage financier? Où est-ce que tu te fais kiffer maintenant que tu gagnes bien ta vie? Ben, c'est dur de dire. Je suis pas quelqu'un qui va être là dans les voitures, dans les vêtements. Donc franchement, j'essaye de bien gérer tout ça avec mes parents aussi. Forcément, c'est important aussi de faire des déplacements, hein, mais ouais, mais je me fais pas un kiff particulier. Je me dis pas, tiens, je vais m'acheter 3 Ferrari. Je suis pas trop comme ça. D'accord. Comment est-ce que tu as géré le fait de retourner dans l'anonymat entre guillemets, anonymat, des challengers, de l'entraînement un peu dans l'ombre, après la période faste de Roland-Garros 2020? Plutôt bien. Bah, j'étais quand même content de revenir sur le circuit. Je savais que c'était mon circuit habituel, donc je m'étais mis ça en tête de suite après Roland, parce que j'étais à peu près. Après Roland, j'étais peut-être 160 vers là, si mes souvenirs sont bons. Donc je savais que c'était encore mon circuit et il fallait que je prouve que je méritais d'aller plus haut. Donc je suis revenu et plutôt bien, je l'ai très bien pris. Je me suis pas dit, qu'est-ce que je fous là. J'étais même juste après Roland en qualif sur un challenger. Je suis au premier tour qualif, je joue contre Hugo Grenier Mm. et on fait un match de 3 heures où je gagne 7-6, 6-7, 6-4, vraiment à la bataille. Et puis c'est là que je me suis dit, ben là, tous les matchs sont compliqués, il n'y a pas de match facile, ben, surtout après Roland où les gens forcément ils ont aussi envie de me battre. Donc je savais que ça allait être très compliqué, mais je l'ai plutôt bien vécu, même très bien. Et voilà, je m'étais mis ça en tête depuis pas mal de temps et je le savais que c'était mon circuit pour le moment. Donc ça s'est bien passé. Et ça, c'est ton discours à toi intérieur ou c'est grâce aux échanges avec ton coach qui Ouais. t'apporte un peu de maturité, tu Non, penses? non, en vrai les deux, on avait à peu près le même discours. On a eu le même discours parce qu'on savait que Roland, c'était un peu exceptionnel parce que c'est quand même rare qu'un joueur qui est au-delà de la 200e place fasse un 8e en Grand Chelem. Donc, on savait que j'allais retourner sur les challengers et de toute façon, pour monter au classement, tu es obligé de passer par là. Donc, on n'avait pas Mm. non plus trop le choix. D'accord. Donc, pas de période de déprime, enchaînement Non, logique. non, franchement, non. Non, non. Je l'ai quand même bien vécu. Ouais. Et c'est pas trop chelou de taper des ambiances monstrueuses, des frissons de ouf sur un Central ou Suzanne Lenglen et de retourner dans des cours à moitié vides, quoi. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas la même chose hein, de jouer sur le Châtrier. Le tournoi dont je te parle juste après Roland, c'était à Hambourg. C'était en dur indoor. Il faisait moins de 10 degrés dehors. Bon, c'était en salle, mais voilà, il y avait personne. Hein. Il y avait mon coach et le coach de mon adversaire et c'est tout. Donc forcément, ça change un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Hmm. Ok. Pour revenir au jeu, ton coup le plus naturel, pardon, c'est lequel? Je dirais le revers. Ok. Revers parce que bah, c'est un coup que j'adore. Et pour moi, un coup qui est assez naturel et assez simple à faire. Une zone que tu aimes particulièrement? Ouais, croisé plutôt. Ok. Voir croisé, ouais. Croisé un peu court, croisé profond, Ouais, entre les deux, un peu sortant? ouais, voilà, pas croisé, mais voilà. Yes. Le coup que tu bosses le plus? Il y en a pas forcément, on bosse vraiment tous les coups. Après, je fais pas mal de services, de coups droits, revers aussi, les trajectoires, toutes les zones. Donc, en dire un, on fait beaucoup de services. S'il y a un coup qui doit sortir, c'est le service. Ok. Et comment tu te prépares physiquement? Est-ce que tu es plus à enquiller du physique sur le court pour garder les sensations ou à te faire des tours de piste avec du matos en dehors du terrain? Enfin, c'est quoi ta matière de Non, on fait travail? un peu des deux. On fait pas mal de travail en salle et puis aussi travail sur le terrain avec déplacement, même coordination et tout ça. Après, je suis pas quelqu'un qui va aimer aller courir autour d'une piste, mais ça m'arrive de temps en temps, pas très souvent. On fait les choses un petit peu différemment, tout en faisant de l'aérobie aussi, hein, mais on Hmm, essaye de faire quelque chose qui me rend un peu plus heureux, on va dire. tac. Une manière un peu ludique de faire du physique?
Tu vois, Ouais, genre bah, à 5 ou des trucs. non, bah, déjà, j'ai la chance d'avoir un prépa physique qui me connaît depuis très longtemps. Donc, il sait ce que j'aime, il sait ce que j'aime pas. Donc, il essaye forcément de me faire bosser tout en essayant de changer pas mal les exos pour pas non plus se lasser, parce que c'est quand même important. Et Ouais. puis, qu'il y ait aussi quelques défis, quelques challenges, parce qu'il sait que j'aime ça et que je bosse mieux aussi quand il y a des petits défis et qu'on est en groupe, quoi. C'est Kevin Blandy? Ouais, c'est ça, exactement. Yes. J'ai fait pas mal de contenu avec Hugo Nice, Ben Ah Bonzi. ouais, Et ouais, une fois, avec Kevin, ouais, on a enregistré un ouais, truc. Ouais. ouais, ouais, ils sont ensemble. Ouais. Tu m'as casé avec un naturel quasi déconcertant que dans ton budget annuel, t'insérais la ligne prépa mentale, comme si c'était normal finalement d'en faire. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que ça te paraît évident de faire de la prépa mentale? Non, 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 bah, c'est avec mon entraîneur, on a pas mal parlé par rapport à ça. Au début, je voyais pas trop l'utilité. Ok. Bon, mais quand j'ai commencé à bosser avec la prépa mentale, ça fait maintenant 2 ans à peu près, vers là. J'étais à mon meilleur classement à ce moment-là, donc c'est pas parce que j'allais pas bien ou quoi, au contraire, je voulais Ouais. justement continuer à progresser. C'est une personne que mon entraîneur connaissait bien et tout ça, et il savait que cette personne bossait bien, et donc je l'ai rencontré, ça s'est plutôt bien passé, on s'est très bien entendu, et puis depuis, on bosse ensemble et à mettre sur pas mal de domaines. Et c'est quelqu'un qui est très familier au tennis ou qui a une vision assez externe de tout ça? Non, non, elle est dans le tennis. Ok. Après, elle prend aussi pas mal de recul, hein. Elle joue pas ou quoi, mais elle connaît très bien le tennis. Ouais, Elle connaît bien le jargon, elle sait ce que ouais, c'est que d'avoir une balle de break à 5-4 au troisième, ce voilà, genre de oui, oui, truc, oui, quoi. ça elle connaît un petit peu, ouais. Et, Donc, elle et, sait pourquoi des fois je peux m'énerver sur certains coups, quoi. ouais. Et Non, non, mais c'est quand même important. ouais. C'est quand même important parce que quand on n'est pas forcément du milieu et qu'on est prépa mental, ça peut être compliqué, mais là, elle sait complètement de quoi elle parle et ce que je ressens aussi sur le terrain, donc c'est bien. À quelle fréquence tu bosses avec? En fait, c'est un peu un moment sans besoin ou quoi. On n'est pas obligé. Nous, c'est beaucoup par visio. On fait tout ça par visio. Et voilà, quoi. Coup de téléphone quand je suis en tournoi, message. Des fois, quand je suis sur Toulouse, elle vient aussi assister à mes entraînements. Donc voilà, on essaie quand même d'avoir des relations assez proches et puis d'essayer de venir de temps en temps aussi. Et c'est quoi, toi, l'élément déclencheur où tu te dis, tiens, là, j'en ai besoin? Non, moi, c'est plus au niveau de ma constance. Donc, on essaye de bosser sur ça. Voilà, constance tout au long d'un tournoi ou d'une saison. Comme je te l'avais dit, je sais que je suis capable de très bien jouer sur une semaine. Mais voilà, il faut que j'arrive à tenir sur toute une saison. Et c'est ce que les tout meilleurs font le mieux, quoi. Tac. Je sais pas si tu connais Jean-Philippe Vaillant qui a coaché pas mal de monde dans le top 100. C'est un prépa mental qui a écrit deux trois bouquins, qui a eu 13 top 100, je crois. Et hier, j'étais avec lui au téléphone. Je lui ai envoyé un petit texto Ok? en lui disant oh là, ça coupe un peu. Si Ouais, tu, c'est bon. si tu pouvais poser une question à Hugo, tu lui dirais quoi? Et il m'a dit, qu'y a-t-il dans sa tête quand il joue vraiment bien pendant l'échange? C'est-à-dire, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Quel type de pensée? Est-ce qu'il y a des pensées ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête vraiment? Est-ce que tu saurais dire ce qu'il y a dans ta tête au moment où tu sens le mieux la balle, quand tu joues vraiment bien? Bah, peut-être justement tout, hein. Non, non, il y a la concentration. Après, il y a l'envie de bien faire aussi, de la détermination et aussi la fraîcheur mentale, on va dire, enfin de la lucidité, voilà, plus de la lucidité pour jouer le bon coup, faire les bonnes choses, parce que c'est à partir de là aussi qu'on joue bien. Donc je dirais un petit peu de tout, quoi, et surtout de la concentration. Tac. Ça en fait des ingrédients à mettre au même endroit. Ouais, quand on est à son meilleur, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Donc, Ouais. Sur 10, tu dirais à quel niveau le tennis rend fou? beaucoup, hein, beaucoup. Non, je dirais quand même 7. Ok. 7. Mais bon, on peut passer d'un truc tout con, on mène un 7, on met au tie-break du second. Il y a 5-4 pour toi, service dans le tie-break, tu perds tes deux services, il y a balle de 7 pour l'autre, il fait la balle de 7 et en 2 secondes, 2 minutes, et ben, il y a un 7 partout et tu l'as rebataillé pendant 45 minutes.
ça peut être très frustrant. Ouais. Au tennis, même en étant 15 ou 20e joueur mondial, on perd quasi chaque semaine. Chaque semaine, donc finalement, tu fais face à l'échec quelque part. Comment est-ce que tu fais pour digérer la défaite, toi, chaque semaine? Bah, en fait, ça dépend comment est venue la défaite. Forcément, il y a des bonnes défaites, même si c'est jamais bien de perdre, mais il y a des défaites où, voilà, par exemple, sur ma semaine à Roland-Garros ou même à Bercy, c'est des matchs que je perds, mais au final, c'est une très bonne défaite. Et il y a d'autres matchs où il y en a pas mal encore pour moi, justement, il faut que j'arrive à les gommer, où tu perds et il ne s'est rien passé, où tu donnes un peu le match à ton adversaire. Donc, en fait, c'est plus la façon dont tu perds, parce on le sait, hein, quand on fait un tournoi, on va pas gagner chaque semaine, à part les tout meilleurs. On sait qu'on perd même presque plus de matchs qu'on en gagne sur une saison, donc pour dire. Donc, donc c'est plus la façon dont on perd, quoi. Ok. Ta manière à toi de débriefer, c'est plus à chaud, à froid, c'est à quel moment? Non, on fait plus à froid quand même. Ça nous arrive de temps en temps de le faire à chaud, mais vraiment très, 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 très peu. Ok. Autre fait notoire avant de passer à Bercy, tu fais finale à Gstaad en 2021 sur la terre suisse contre Rude. Est-ce que tu as quelque chose de sympa à nous raconter de cette semaine pour nous la faire vivre? Ouais, bah déjà, c'est plus sur la semaine d'avant. En fait, j'étais en challenger à Iași en Roumanie, Ok. où je perds en finale. Donc, je joue le dimanche. Je perds en 3 heures avec des occasions de dingue. Voilà, donc il y a pas mal de regrets parce qu'à ce moment-là, ben, le niveau des points, c'était quand même important. Ouais. Et sur la semaine d'après à Gstaad, donc j'étais 150 à ce moment-là. J'allais aller en challenger et au dernier moment, la liste à Gstaad a chuté. Donc je suis rentré, je crois que je suis rentré dernier. Donc j'ai voyagé tout le lundi donc pour faire un Iași en Roumanie pour aller à Gstaad. C'est pas un vol direct, donc j'ai dû faire 2, 3 escales. Et en fait, donc je suis arrivé là-bas le lundi à 22h, 22h30 et je jouais le lundi en deuxième match ou troisième match. Le mardi, pardon, en deuxième ou troisième match sur Comment terre ça se fait que tu battue étais exempt des qualifs du coup? parce que je suis rentré directement dans le tableau. En fait, Grâce à j'étais ta finale, inscrit. quoi. Non, non, en fait, vu que c'était un challenger, j'étais quand même inscrit à Gstaad, on ne sait jamais dans le tableau. Et Ouais. la liste a tellement chuté que je suis rentré dans le tableau final Parce qu'il avec y a eu mon classement. beaucoup de désistements, quoi. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Donc vraiment coup de chance parce que sur un 250, quand tu es 150 à la ATP, ben, tu rentres nulle part normalement. Et là, vu que c'était l'été un petit peu, ça a peut-être joué. En fait, donc je m'échauffe. Faut savoir que Stade, c'est aussi en altitude. Ouais. Et donc, je m'échauffe et je joue contre Cerundolo au premier tour le mardi. Je fais vraiment un bon match. Et au final, au fur et à mesure, bah, avec des scénarios un peu dingues, hein, deuxième tour, je joue Delbonis. Je mène 6-0, 5-2. 5-3, je sers. Après, je perds 7-6 le second. Et je gagne 7-6 au troisième. Et contre Garin, c'est pareil. Je gagne 7-6 et 13-11 au tie-break du troisième. Ça fait que des scénarios un peu dingue pour arriver en finale jusqu'à Rude, quoi. Donc c'était Yes. une semaine forcément, une très bonne semaine et je m'attendais pas forcément à jouer à ce niveau-là, surtout avec la fatigue de la semaine d'avant, quoi. Ouais. Et l'altitude, pas trop dur avec les Et, balles qui et, volent? et l'altitude, au final, ça s'est plutôt bien passé. Bon, contre Rude, en finale, je perds 6-3, 6-2, mais je fais vraiment un bon match et c'était dur parce que vu la façon dont il joue, les balles, forcément, elles rebondissaient énormément, donc c'était pas simple. Mais non, je me suis plutôt bien adapté, donc j'étais content. Ouais, La semaine d'avant, c'était sur terre extérieure aussi? ouais aussi, ouais. Ok. Ouais. Donc ensuite, bis repetita, fin d'année 2021 à Bercy, tu refais sauter la banque. Je crois que j'ai jamais entendu autant d'ambiance que contre Alcaraz en huitième, après avoir été mené 1-7-0, puis 5-0 au deuxième, dans une salle surchauffée. Il y avait un mélange de mille choses, en fait. Un joueur français, donc toi, qui Ouais. nous fait rêver. La sortie du Covid avec un public mais littéralement fou. Ton jeu atypique qui fait quand même bien le show. Et ce que tu dégageais aussi sur le court, tu étais en mode chauffeur d'ambiance, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là, sur le court? Ouais, bah, c'était quand même assez dingue. Et puis, si je pense le parcours que j'ai eu dans le tournoi, parce que j'étais en qualif, je joue contre Anderson au premier tour des qualifs, qui est pas très simple à jouer, pas très marrant. Ouais, Et je sauve des balles de match contre lui. Donc déjà, c'était un peu miraculeux, hein. Je suis mené
un set partout et il y a 5-3 services à suivre pour lui et c'était quasiment mort et au final j'arrive à m'en sortir. Et après je fais mon beau parcours en ayant toujours été dominé. Ouais. C'était la première fois du tournoi que je gagnais le premier set contre, contre Alcaraz et forcément sur ce match ben, l'ambiance elle était dingue hein. Ben, comme tu l'as dit avec l'après-Covid, les gens étaient vraiment très contents de venir au stade avec moi qui essayais aussi de chauffer un peu tout le monde avec voilà tout en restant concentré dans mon match. Mais non, il y avait une ambiance de dingue. Après, pour lui, de son côté, ça devait être très, très dur parce qu'il y a eu quelques moments quand même dans le match où les spectateurs étaient plus durs avec lui, surtout au début et sur la fin. Voilà, il s'est fait siffler un petit peu, mais bon, ça fait partie du truc. Ça, moi, j'y peux rien. Je lui ai envoyé un petit message après pour quand Bon, même m'excuser. Voilà, mais puis voilà, non, après, on s'est vu la semaine d'après, ça s'est très bien passé, on a rigolé ensemble, mais non, pour revenir au match, c'était quelque chose de dingue, parce qu'en plus de tout ça, moi, mon niveau de jeu était bon, et en plus, il y a la victoire au bout, donc c'était super. et tu te disais, pendant le match, tu disais, voilà, c'est la folie. Ouais, ouais, ben en fait, dès le début, je me le suis dit, parce que je gagne mon premier jeu, et j'avais l'impression qu'il y avait 5 partout au troisième, il y avait une ambiance de fou, et même moi, j'avais jamais joué dans une ambiance comme ça, en plus, à l'intérieur, ça résonnait. Ils étaient vraiment chaud bouillant parce qu'on a quand même joué, c'était tard, on a commencé, je sais plus l'horaire, mais vers 22h peut-être, un truc comme ça, donc c'était quand même Ouais, assez tard et tout le monde est resté, donc c'était très sympa. ça, c'est ouf. Est-ce que tu t'es servi de l'expérience de Roland pour haranguer un peu plus la foule ou faire différemment, te dire, ok, ça c'est rare, donc j'en profite encore plus? Comment tu as vécu le moment? Ouais, ben, un peu les deux. Je sais que quand il y a du monde, je peux très bien jouer. À Roland, il n'y avait pas non plus énormément de monde, hein, même s'il y en avait un petit peu. Je me suis dit, il faut que je profite un maximum. Puis je savais aussi que Alcaraz était quand même jeune, hein, 18 ans et tout ça, donc je savais que ça pouvait être très compliqué pour lui, surtout d'avoir le public à dos. Donc j'ai essayé, moi, de continuer à jouer mon jeu tout en essayant d'être aidé par le public, et c'est ce qui s'est très bien passé. Yes. Mais c'est vrai que tu fais bien de recontextualiser d'où tu viens avant de jouer à Alcaraz, parce que c'est un peu euh, comme à Roland ou comme à Hackstatt. Avant, c'est un enchaînement de plein de victoires un peu à l'arrache, c'est de la confiance que tu vas chercher. Je crois qu'avant ce Bercy, tu avais plutôt bien joué en tchal sur dur aussi, tu arrivais avec pas mal de confiance, c'est ça? Ouais, bah en fait, l'objectif, bah, c'était à ce moment-là, j'étais vraiment proche des 100 et c'était des tableaux pour l'Australie. Il y avait j'avais bien joué tout au long de l'année sur terre en tchal. Donc, je me suis dit, on va repartir sur des tchals et c'est ce qui s'est passé. Et Ouais. il y a Bercy qui est arrivé. Et voilà, je suis rentré en qualif avec mon classement. Donc, je joue contre Anderson. Donc, je gagne le match. Après, pour me qualifier, je joue contre Musetti où je suis mené un 7 un break. J'arrive à gagner. Après, je joue contre Arthur Rinder au premier tour. Pareil, je suis mené un 7 un break. J'arrive à gagner. Et contre Carreno, pareil. Donc, c'était forcément à un moment, je me suis dit, je peux plus perdre, quoi. Donc, Mm. donc non, c'était assez marrant parce que sur chaque match, j'étais vraiment mal embarqué. Je pensais perdre sur tous mes matchs. Au final, j'arrivais à m'en sortir pour arriver jusqu'à Medvedev. Et quand on sait l'importance du service, et encore plus en indoor, un set, un break, du coup, d'enchaîner trois victoires en étant mené quasi un set, un break, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, je suis capable de tout, ok, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Comment tu analyses ce truc-là? Non, mais c'est sûr que chaque semaine, si je suis mené à un set un break, je suis pas sûr de gagner chaque semaine. Donc non, c'est quand même très important. Après, je sais que je suis capable de très bien retourner, de breaker les autres. Mais voilà, c'est aussi très important de gagner ces jeux de service. C'est ce qui avait été un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à resserrer le jeu et à gagner mes jeux de service sur la fin, sur les moments importants. Donc non, non, c'est bien passé, mais forcément, les jeux de service sont quand même très importants, ouais. Tu sens que Surtout en tu... indoor. Ouais. Tu sens que tu disais, tu bosses beaucoup le service, tu sens que tu passes des caps un peu sur ce coup, que ça devient encore plus une arme? Ouais, je sens que je progresse. Après, je sais que je vais pas mettre 3 X par jeu, mais voilà, j'essaie de bosser sur les zones, surtout, ouais, parce que je vais pas servir à 220 à chaque fois. Donc, euh, essayer et c'est tout à fait possible. En plus, je suis gaucher, donc c'est un peu plus embêtant pour les autres. Donc ouais, je sens que c'est un coup qui se développe et qui s'améliore. Mec.
Après Alcaraz, tu perds contre Danil. T'enchaînes avec le Masters Next Gen un peu cramé, mais tu passes la barrière des 100 du coup. De 103e, tu passes à 67e. Ça t'a fait un truc, clairement, ce dont on parlait hier, quand tu es jeune, le cap de la barre des 100. Est-ce que ça t'a vraiment généré quelque chose ou finalement, bon, t'es exactement le même et le circuit continue, quoi, tu vois? Est-ce que ça t'a fait un truc? Non, ben forcément, j'étais content parce que c'était l'objectif et je l'avais bien atteint. Après, j'ai pas eu le temps de trop être content juste derrière, qui a été vachement dur. Mais voilà, donc je suis direct trop parti en tournoi, donc c'était assez compliqué de digérer tout ça. Mais ça s'est plutôt bien passé, même si j'étais vachement fatigué la semaine d'après à Milan. Après, il y a eu la sélection aussi en Coupe Davis. Donc, j'ai vachement enchaîné sur la fin de saison. Donc, c'était dur de vraiment se poser, de se dire, ben, c'est vraiment bien et super, même si après ça, j'étais quand même le même, hein, mais c'était un objectif qui était atteint. Le Masters Next Gen, rapidement, c'est bien foutu. Enfin, comment ça Ouais, marche? non, franchement, on était vraiment bien accueillis, que ce soit les joueurs et le coach. Et puis, l'ambiance dans le tournoi était vraiment sympa. C'est des conditions qui sont un petit peu différentes. Le format est différent, mais ouais, franchement, c'était vachement bien. Super ambiance aussi entre nous, les joueurs. Ouais. C'était quand même un tournoi, c'est pas d'exhibition, mais on était vraiment tous assez relâchés. Mais on voulait en même temps tous gagner. Donc c'était vraiment sympa, une belle ambiance, ouais. Il y a beaucoup de prize money? Ouais, il y avait pas mal d'argent aussi. Ouais. Donc mine de rien, financièrement aussi, ça jouait. Mais après, il n'y avait pas de points. Donc voilà. Et par rapport aux Masters chez les juniors, c'est largement au-dessus en termes de conditions ou comment ça marche? Ouais, c'est pas la même chose. Ben, on sent, en fait, bon, après, j'ai jamais eu la chance de disputer le vrai Masters, on va dire. Mais ouais, franchement, non, on est vraiment bien. Nos chambres d'hôtel étaient très bien. L'hôtel, l'organisation, vraiment, on était un peu les rois, entre guillemets. Après, on savait que c'était sur une semaine, mais non, franchement, l'organisation et tout ça, c'était vraiment top, ouais. On a eu de la chance, ouais. C'est sponsorisé par Red Bull, hein, c'est ça, non? Ouais, il y avait Red Bull, ouais, ça faisait partie, ouais. Ok. Tu te sens plus fort sur dur ou sur terre? Hum, je sais pas trop. Franchement, sur terre, je me sens très bien, mais sur dur, j'aime aussi beaucoup jouer sur dur. Après, quand même, plus sur terre. Ok. Est-ce que tu as toujours un effet de surprise contre tes adversaires ou beaucoup moins parce que maintenant tout le monde connaît ton style de jeu maintenant? Est-ce que j'ai encore un. Un effet de surprise Ouais, contre tes adversaires ou beaucoup moins parce que maintenant tout le monde connaît ton style de jeu? non, un petit peu moins, forcément. C'est sûr qu'ils savent que je vais faire pas mal d'amortis, tout ça. Mais je pense que c'est quand même assez embêtant, hein, de jouer contre un joueur avec un style de jeu un petit peu différent. Mais non, après, j'essaye, moi, de continuer à jouer comme je joue d'habitude. Et puis voilà. D'accord, t'as pas forcément fait trop pivoter ta tactique en fonction de ça, quoi. Non, non, pas vraiment. Non, j'essaie déjà de faire moi ce que je sais faire et en fonction de l'adversaire ou quoi, ben, je peux éventuellement changer ou pas. Ouais, Mais non, je reste pareil et ma tactique aussi. d'accord. Je crois que vous avez vécu une aventure humaine assez incroyable avec le Stade Toulousain en championnat de France par équipe l'hiver dernier, avec tes potes justement Ben Bonzi, Hugo Nice, passé sur le podcast entre autres. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui crée cette magie dans votre équipe? Ouais, ben déjà, le club en général, on sait que le club n'avait jamais gagné les championnats de France. Et ça tient à cœur au président, à tout le monde, hein, voilà, parce qu'il y avait vraiment une belle ambiance. On savait qu'on avait une équipe qui pouvait potentiellement aller au bout. Donc voilà, et puis en plus, comme tu l'as dit, on était tous potes, on s'entraîne tous tout le temps ensemble l'année. Donc ça crée forcément un petit truc. On n'était que des Français aussi de la région. Donc en plus de ça, voilà, on se connaît depuis super longtemps. Et puis voilà, d'aller au bout en plus avec les potes, ouais, on a vécu un beau truc. T'as fait une des plus grosses siestas de ta vie après ou pas? Non, 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 on a bien célébré tout ça, tous ensemble et tout ça. Mais surtout, après, j'étais bien fatigué parce que entre ça et le Next Gen, il y avait la Coupe Davis, même si j'ai pas joué.
ça reste pour moi quand même une première sélection ou quoi. Et ça prend quand même de l'énergie. J'étais derrière à encourager les copains. Je suis arrivé, j'ai direct enchaîné avec les matchs par équipe et c'était pas simple. Mais justement, tu fais bien de m'en parler. Tu as eu un bizutage ou pas en Coupe Davis? Ouais, j'ai eu un petit bisutage avec Nico Mahut et Pierre-Hugues, mais ils ont été assez tranquilles avec moi, donc je m'en sors bien. Ils t'ont retourné la chambre, mais pas trop vénère, quoi. Non, un petit peu, mais comme il faut, tranquille. Ok. Un petit discours, une chanson, un truc? Ouais, bah, un petit discours tranquille à table, parce que voilà, c'était en période de Covid, donc il n'y avait pas de discours officiel. Donc, on va dire que je suis bien tombé. Pas trop En le tout cœur cas, qui bat. Pas trop. je suis mieux Ouais. tombé que Ben. Il a eu un peu moins de chance. Ah ouais, il était avec Guy. Non, il était à Pau avec la même équipe, mais il y a Arthur qui est pas mal et bah, tous les autres, hein, mais ils étaient vraiment tous sur lui. Moi, j'ai la chance d'avoir Pierre-Hugues et Nico qui étaient plus tranquilles. Et pas trop le cœur qui bat à 12 000 pour faire le discours. Non, mais un petit peu stressé forcément, mais franchement, non, ça allait parce que voilà, les autres aussi te mettent à l'aise et il y a vraiment une bonne ambiance, on s'entend tous bien. Donc, non, franchement, c'était sympa. Ok. Puis, j'étais pas tout seul. Il y avait Arthur avec moi, donc ça s'est bien passé. Ah, ça va. Le conseil coaching numéro un, tu penses qu'on t'ait donné en carrière, c'est lequel? Je dirais que c'est de s'accrocher jusqu'au dernier point, que tu mènes ou que tu perdes, parce que bah, tant que tu n'as pas gagné la balle de match, ben, c'est pas fini. Donc c'est vraiment s'arracher jusqu'à la fin, quoi. D'accord. Si Et un, surtout aussi pas avoir de regrets ouais. de perdre, mais en donnant le maximum. Si un jeune qui rêve de devenir pro est face à toi, qu'est-ce que tu lui conseilles? Hier, juste, tu me disais, on ne se rend pas compte de l'investissement à fournir. Euh, Ce serait quoi ton discours, toi qui y es plus ou moins maintenant, quoi? Ouais, je dirais déjà de donner le maximum, mettre toutes les chances de son côté, et puis de prendre du plaisir aussi à jouer. Faut pas se sentir obligé. Donc déjà, prendre du plaisir et pas avoir de regrets. Donc tout essayer et tout donner. Il y a des jours où tu as envie de tout envoyer chier? Ouais, il y a des jours, ouais, forcément, ça se passe, ça se passe moins bien. On n'a pas toujours cette envie qui est à 200%, mais de manière générale, je suis quand même plutôt bien. Et Donc, sur 10, à quel point tu aimes le tennis, tu dirais? ouais, 10, je dirais 10. Ah oui, quand Après, même, t'es ouais, amoureux. non, j'adore ça. Après, voilà, quand je fais pas de tennis, je vais pas faire de tennis du tout, ni en regarder. Je suis pas forcément. Moi, j'adore regarder des vidéos ou quoi, mais par exemple, si là, il y a Barcelone en ce moment, Belgrade aussi, mais je vais pas me poser devant la télé et regarder les matchs. Je préfère regarder un bon match de foot, un bon match de rugby plutôt que de regarder un tournoi à Barcelone, quoi. T'es 100% Et- Toulouse sur le foot et le rugby? ouais, 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 ouais. Ouais, quand même. Non, et puis par exemple, quand je suis en vacances, j'ai pas envie qu'on parle de tennis. Ah Et ouais? ça, ouais, quand je suis en vacances, j'ai envie vraiment de couper du tennis parce que j'ai besoin de ça. Et un Roger Rafa, tu le regarderais quand même? S'il y a un Roger Rafa ou quoi, ouais, je le regarde, mais je vais peut-être pas regarder tout le match, quoi. D'accord. Je vais regarder un petit peu, mais ouais, vraiment, quand je suis en vacances, déjà, qu'on on est tout le temps sur un terrain de tennis tous les jours ou quoi. Donc, quand je peux couper un petit peu, même une semaine, 15 jours, ça me fait du bien. T'es plus Roger, Rafa, Djoko, Danil, Alcaraz ou Ben Bonzi? Ben Bonzi. Je m'attendais pas à ça, mais ouais, direct. Non, en vrai. Non, non, bah moi, mon joueur préféré, c'était Nadal. Ouais. J'adore ce joueur. Après, pour les autres, j'ai beaucoup de respect. Je les regarde aussi. Donc non, c'est tous des grands champions. Le fait qu'il soit gaucher, ça joue? Ouais, peut-être un petit peu depuis toujours. J'ai toujours adoré comment il était, sa façon d'être sur le terrain, sa façon de jouer aussi. Donc ouais, je pense que ça doit jouer. Est-ce qu'il y a des moments où, tu vois, là, je vois Jules Marie qui documente son retour sur le circuit. De temps en temps, en débrief de match, il dit bah voilà, Nadal, quand il perd, il dit ça, il fait ci, il fait ça, à l'entraînement, il se comporte comme ci, comme ça. Est-ce que, il y a des moments où tu le prends en exemple? Ouais, je pense qu'on est nombreux à prendre un exemple, sa façon d'être, hein, son attitude sur le terrain. Euh,
Après, on est assez différents. Voilà, lui, c'est vraiment un mec, je pense, qui est à fond tout le temps et tout ça. Moi, j'aime bien être assez relâché, assez décontracté, mais oui, forcément, je prends un exemple sur certains domaines, ouais. Mais D'accord. pas que sur Nadal, après, sur d'autres joueurs, et on essaie de prendre plein de petites choses pour progresser. Ta prog à venir, c'est quoi là? Là, je vais à Munich la semaine prochaine. Ouais, Ensuite, je vais faire les qualifs de Madrid, Master 1000. ouais. Et puis, je vais faire le Challenger de Bordeaux. Yes. Et après, je fais Roland. Et tu as un objectif pour Roland précis? Non, 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 j'ai comme objectif bah, déjà de tout donner, d'aller le plus loin possible, forcément, mais j'ai pas forcément un objectif de résultat. Euh, Plus dans le contenu, envie que ce soit bien, d'être solide et tout ça, et d'être très constant surtout. C'est une manière de s'enlever de la pression, de pas forcément avoir d'objectif de résultat? Non, pas forcément. Pas forcément. Nous, on bosse surtout le contenu, parce qu'en soi, si le contenu est bon, ben, après, les résultats ils vont suivre normalement. Voilà. Yes. Mais non, après, forcément, si j'ai l'occasion d'aller loin, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Mais voilà, je sais que tous les matchs seront compliqués, donc on va se concentrer sur le contenu, et forcément, en termes de résultats, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Bon, on va aborder le volet marque et je précise que cet épisode est rendu possible par Adidas, que je remercie d'ailleurs. Et je remercie également Sandrine qui a coordonné tout ça. Avant de parler de ton équipementier, à quel âge est-ce que tu as eu ton tout premier contrat et avec quelle marque? J'étais très jeune, hein. J'avais un contrat participatif Yes. avec Wilson. Ouais. J'avais eu peut-être deux, trois t-shirts. Puis c'était déjà très bien, parce qu'à cet âge-là, je suis pas sûr que ça existe, les contrats. C'était à Et Poitiers ou c'était avant? non, c'était encore avant, ouais, encore Ok. avant. Et donc voilà, après on m'a passé aussi une raquette, donc j'ai commencé à jouer avec Wilson, à avoir deux, trois t-shirts et tout ça grâce à mon entraîneur. Et ensuite, j'ai signé un contrat avec ASICS en 2010-2011, vers là. Ouais, ça remonte. Ouais, ouais, ça fait pas mal de temps, et je suis resté avec eux jusqu'à là, jusqu'en 2021. Et Et, puis voilà, depuis 2022, je suis avec Adidas. et donc, contrat participatif, c'est tu payes une petite partie et ils te Ouais, donnent. après, franchement, j'étais très petit, donc non, je crois qu'il m'a passé deux, trois t-shirts, voilà, parce que mon entraîneur connaissait bien la personne qui s'occupait à Wilson, et voilà, il lui a passé deux, trois t-shirts, un petit sac à dos, une raquette, et puis voilà, j'étais le plus heureux. Ouais, t'étais comme un ouf. Ouais, bah forcément, j'étais comme ça. Après, honnêtement, je me souviens plus. Je me Ok. souviens plus, mais ouais, non, forcément, j'étais content, ouais. Et ASICS, avant d'arriver à aujourd'hui, c'était quoi? C'était une renégociation chaque année en fonction de ton nouveau classement? Comment ça marche? Ouais, c'était plus ou moins ça, ou alors au bout de 2 ans, 3 ans. Ok. Mais c'était plus sur des 2 ans. Et puis après, forcément, plus tu grandis. Et là, c'était un tout petit peu plus court. Il me semble que c'était année par année. Ouais. Et voilà, là, j'étais en fin de contrat. Il y a Adidas qui est arrivé. Donc forcément, voilà, il y a eu les négociations entre ASICS, Adidas. Et voilà. Et comment s'est fait le rapprochement et pourquoi du coup tu as opté pour Adidas? Non, non, mais pour être honnête, c'est aussi par rapport à mon agent. Voilà, Adidas les a contactés. J'ai pris contact aussi avec la marque. Et puis voilà, on a fait des petites réunions pour aussi voir le projet qu'ils avaient envie de faire avec moi. Ouais. Et puis ça me semblait vachement bien. ASICS, ça faisait quand même voilà, plus de 10 ans que j'étais avec eux. J'avais aussi envie de changer un petit peu, hein, qu'il y ait un peu de renouveau. Et en plus de ça, ben, c'était une marque comme Adidas, donc quand même une très belle marque qui fait tout type d'affaires. Donc j'étais vraiment content de rejoindre la marque. Et puis ça s'est fait quand même dans de bonnes conditions. Donc voilà. C'est ce que j'allais te demander. Il y a aussi les vêtements lifestyle à porter en dehors du Ouais, cours? ouais, exactement. Et c'est aussi ce qui est bien. Voilà, je peux sortir en ville assez décontracté tout en étant habillé en Adidas. Donc c'est aussi ce qui est bien. ASICS, tu n'avais pas forcément Et ici, il y en avait un petit peu aussi. C'était sympa, mais ouais, mais c'était vraiment que j'avais aussi envie d'aller voir ailleurs. Et puis, ça faisait pas mal de temps. Et puis, voilà, les négociations, le projet
vachement motivé, donc j'étais content de changer. Yes. C'est un contrat sur combien de temps? Sur 3 ans. D'accord. Aujourd'hui, justement, comme tu gagnes plutôt bien ta vie sur le circuit, est-ce qu'il y a toujours une partie de toi qui a peur, tu vois, de se dire, on ne sait jamais, demain ça peut s'arrêter, une blessure, j'en sais rien? Ou est-ce que tu te sens à l'abri, notamment grâce à un contrat avec Adidas, ça contribue à souffler, à te dire, OK, c'est bon, maintenant je me concentre vraiment sur mon tennis, tu vois? Non, pour être honnête, non, forcément, ça aide. On a besoin aussi de financer notre Bien sûr. carrière. Ouais. Mais non, on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou quoi que ce soit. Un mec comme Tim, qu'on a parlé hier, voilà, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, hein. Après, voilà, il est pas à plaindre, il est encore 50e mondial ou quoi. Mais bon, c'est toujours mieux d'être bien derrière et puis de se sentir aussi encouragé par nos sponsors, c'est aussi très important. Yes. Est-ce que la marque te consulte pour les collections? Consulte par rapport au Je sais pas. t-shirt, par Ouais, exemple. le design, une envie. Je vois Zverev qui met des t-shirts sans manches, qui a un truc vraiment propre à lui. Est-ce à un moment donné, il te demande ton avis, tu vois? Non, 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 pas forcément. Et puis ça, sur ça, moi, je suis pas le plus chiant. Et puis je viens d'arriver, donc si je commence direct à être embêtant, non, non, mais non, franchement, non. Et puis sur ce domaine-là, franchement, je pense qu'ils s'y connaissent et ils sauront mieux que moi. Et s'il y a une tenue qui te plaît pas particulièrement, comment ça se passe? Ouais, je la porte. Déjà, on va pas râler hein, parce qu'on nous passe des affaires ou quoi. Donc on va pas faire les joueurs qui sont chiants. Et puis non, de manière générale, franchement, les tenues, elles sont quand même assez sympas. Ok. Donc ça va. Ouais. T'es tenu à, à des événements avec eux par an? Et si oui, combien? Comment ça marche? Ouais, ouais, forcément, ça fait partie du contrat. On a quelques petits rendez-vous à faire, des obligations. Ça fait partie du truc, du travail aussi, hein, des contraintes par nos sponsors. Même si c'est pas vraiment des contraintes au final, hein, parce qu'ils nous habillent toute l'année, donc on leur doit aussi bien ça. Mais ouais, ouais, j'en ai 3 4 5 à peu près dans l'année à faire. D'accord. Donc il faut arriver à le caler. Donc voilà. Mais franchement, pour ce qu'ils nous fournissent ou quoi, c'est très raisonnable. Je précise que le t-shirt que tu portes, les signes sur ton t-shirt pour les gens qui écouteront le podcast représentent des inspirations florales des serres d'Auteuil. Voilà, c'est dit. On est aussi là pour parler d'un sujet important, la planète, qui court à sa perte. Hélas, pas facile de contribuer à sa mesure en allant de tournoi en tournoi chaque semaine. La tenue qui a été faite pour Roland Garros est produite à 100% de plastique recyclé, récupéré dans les océans. Donc finalement, à ta mesure, tu préserves un petit peu l'environnement. Comment sont les matières? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça change quelque chose? Non, franchement, la matière est un petit peu différente, mais elle est vachement agréable à jouer. Puis voilà, c'est quand même une très bonne marque, donc ils font quand même de très belles choses. Donc non, je suis très content. Ouais. D'accord. T'as combien de tenues par saison du coup? Ah, je sais pas, déjà pour les grands chelems, donc on en a au moins 4. Ouais. On a des dotations qui nous sont fournies. Après, dans l'année, je sais pas trop, je dirais peut-être une petite dizaine, une dizaine. Voilà, je sais que, par exemple, celle-ci, je les apporte sur terre battue jusqu'à Roland-Garros, du coup. Ouais, Après, à Wimbledon, on va devoir être en blanc, donc on va changer. Donc voilà. d'accord. Combien de paires de chaussettes, de poignets ça représente, tu sais, par saison? Surtout chaussures. Euh, Chaussures énormément parce que moi, je glisse sur dur. Ouais, Euh, Par exemple, en Australie, j'ai joué avec des chaussures bon, que j'ai changées. Maintenant, je suis plus avec le même modèle, mais voilà, j'ai fait 4 matchs et j'ai fait 5 paires de chaussures là-bas. ah ouais, Et en fait, voilà, j'ai des trous sur le côté et forcément, la chaussure n'est pas forcément abîmée, mais vu qu'il y a un trou sur le côté, en fait, ça fait un trou dans la chaussette et si ça fait un trou dans la chaussette, ça me troue le pied après, c'est pas évident. et t'es passé chez Adidas aussi en chaussures? Ouais, 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 ouais. D'accord. Et ils te font
un modèle sur mesure renforcé à ce. Du coup, ouais, en fait, j'ai changé parce qu'au final, la chaussure me correspondait pas assez. J'ai changé, j'ai pris un autre modèle qui me correspond beaucoup mieux. Et sur la chaussure sur laquelle je joue, j'ai des petites protections pour glisser. Et tu sens, ouais, ça fait clairement une diff. Ouais, ça fait quand même une petite différence. Ouais. Est-ce que tu as des activations cool avec Félix Auger-Aliassime, Tsitsipas, Zverev ou Team, justement, des trucs à tourner avec eux? Non, pas pour l'instant. Je sais qu'Adidas, ils organisent souvent des rencontres entre chaque sportif de toutes les disciplines, France en tout cas, sur Paris. Donc, je vais peut-être assister à ça. Mais en tout cas, j'ai pas encore fait de shooting avec eux, non. D'accord. Alors, je vais te poser quelques questions historiques. On va voir si tu connais un petit peu l'histoire de la marque avec laquelle tu as signé. Ah, là, Là, ça va là, être chaud. là, tu veux mon mal, hein? Tu veux mon mal. Alors, je pense que la réponse est non, mais connais-tu l'histoire du coup? Tout le monde va apprendre des trucs, ne t'inquiète pas, c'est bon enfant. Est-ce que tu connais l'histoire insolite du créateur d'Adidas et de son frère? Non. T'as pas vu passer? En fait, en C'est sûr. 1949, c'était deux frères, Adolphe et Rudolf Dassler, qui travaillaient ensemble et ils sont embrouillés. Ok. Adolphe, surnommé Adi, a créé Adi Dassler, tu vois, donc Adidas, son surnom plus le début de son nom de famille, Adidas. Et son frère a lui monté son usine de l'autre côté de la rivière, dans la même petite ville qu'il a appelée Puma. Donc, si tu veux, les deux frangins se sont embrouillés. T'en as un qui a monté Adidas, l'autre qui a monté Puma. Pas mal, en tout cas, belle success story. Mais Le père doit être content. Le pour te père doit dire, pouvoir avoir des affaires au moins. c'est clair. Quelle est la joueuse ou le joueur le plus titré en Adidas? T'as une idée? Ça remonte un petit peu. Joueuse des années 2000 qui a arrêté, qui a un mari qui jouait très très bien au tennis aussi. Énorme indice. Steffi Graf? Bravo! Ouais. Quels sont les, quels sont les derniers vainqueurs en Grand Chelem en Adidas, hommes et femmes? Waouh. Euh, Hommes, on en a. Femme, Ouais, femme, oui. c'est très récent. Non, ouais, très récent, non. On est dans du. Ça fait 4 ans déjà. C'est Kerber? Ouais, Kerber, bravo. Wimbledon 2018. Ouais. Et mec, on en a parlé déjà 2, 3 fois dans le podcast. Il y avait Djoko contre Tsonga en 2008. Ah, ça remonte. Là, Ouais. il y a beaucoup plus récent, 2 ans. Ben, il y a Tim. Absolument. Team à l'US Open Lui, hein. en 2020. Ouais. Ouais. Quel jeu sponsorisé par Adidas a révolutionné le marketing dans le tennis? Un indice, t'es un petit peu jeune, on a 10 ans d'écart, et moi, à mon époque, elle faisait rêver tous les joueurs de mon époque. Une C'est blonde, qui? une blonde russe. Non, toujours pas. Toi, tu as dû connaître Ana Ivanovic, la Serbe. Ouais. C'était un peu son alter ego blonde, Anna Kournikova. Ah, ah ouais, ok. Kournikova avec ses robes, si tu veux, c'était la Ok, folie, quoi. ouais. Mais Vrai, elle a arrêté il y a longtemps, non? ouais, elle a arrêté il y a longtemps. Ouais, ouais. Mais Ce ouais, qui ok, ouais. est fou, c'est qu'elle a jamais rien gagné. Je crois qu'elle n'a jamais gagné un seul titre, d'ailleurs, parce que c'est Hingis qui remportait toutes les finales. Ouais, Sauf ouais. que c'était une telle icône. C'est vraiment la fille qui a Ok. révolutionné l'image du tennis avec ses robes, même si Sabatini à l'époque était très jolie. Konikova, ça a été un symbole, quoi, tu vois. Vrai ou faux, avant de devenir en 78 la Stan Smith, puis une des paires de sneakers les plus vendues dans le monde, la chaussure s'appelait de sa création de 64 à 78 la François Truffion. Vrai ou faux? Faux. Faux, absolument. Elle s'appelait la Robert Hayé. Eh oui, je savais. Et voilà, t'es là. En fait, c'était son créateur, Robert Hayé, un des meilleurs joueurs de tennis français dans les années 60. Ok. Et je crois que son fils avait repris le flambeau d'ailleurs.
Je devais faire une interview avec son fils. Bref, je t'en dirai plus tard. Ok, on termine avec quelques questions de fin pour sortir un petit peu du spectre tennis. Comment est-ce que tu gères la distance? J'ai cru comprendre que tu étais en couple. Comment est-ce que tu gères le circuit et le fait d'être à distance avec ta copine? Plutôt bien. Bon, même si forcément j'aimerais la voir tous les jours, mais bon, c'est pas possible. Mais non, ça se passe plutôt pas mal. Et puis, elle essaye de venir de temps en temps sur les tournois. Donc non, franchement, ça se passe plutôt bien. Elle fait quoi dans la vie? Elle est là, elle fait son stage, elle est en Afrique du Sud. Ah ouais. Donc, elle est partie faire un stage pour son école. Voilà, c'était obligatoire. Mais bon, au final, voilà, elle est en Afrique du Sud, mais qu'elle soit à Toulouse ou en Afrique du Sud, quand je suis en tournoi, ben, je suis en tournoi. Donc, au final, voilà. Et puis après, il n'y a pas de décalage horaire et c'est pour 4 mois. Tac. Donc ça va. Ok. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimes particulièrement? Je lis pas. Je vais pas mentir, je lis pas. Un film, du coup, que tu nous recommanderais? Non, moi, j'adore tous les Fast and Furious. Donc, Ok. voilà. C'est mes films préférés. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté? J'en ai pas, J'en ai quasiment jamais fait. J'ai eu la chance de faire Big Flo et Oli à Toulouse au Stadium. Ouais, C'était pour leur première fois, donc c'était quand même assez sympa. Mais bon, il pleuvait ce jour-là, donc c'était un peu chiant. au mental. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Hmm, non. Qui aime bien, châtie bien. Est-ce que tu as déjà vu passer une ou deux interviews de Tennis Legend? Ouais. Et Lesquelles? je dis pas ça pour faire plaisir, non, j'ai vu un petit peu, ouais, donc ouais, de temps en temps. Ok. Tu te souviens d'une que tu as écoutée ou pas? Après, honnêtement, je regarde un petit peu, je regarde pas forcément tout le temps, tout en entier, mais je sais que déjà que tu avais pas mal de monde, donc c'est des choses c'est un truc qui fonctionne bien. Et non, si je dois te dire un moment, j'en ai pas vraiment. Je sais que tu as été avec 100 euros, si je me trompe pas. Ouais. On a fait une avec 100 euros, que j'ai regardé un petit peu, et puis voilà. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommanderais d'avoir au micro que tu aimerais toi entendre? Ben Bonzi. Mais je l'ai déjà eu. Ah, excuse-moi. Non, je sais pas si tu as fait Hugo Humbert. Hugo Imbert, pas encore. Voilà, pourquoi pas, hein. Ouais. C'est un bon pote à toi? Ouais, je m'entends très bien avec lui. J'étais à Poitiers avec lui pendant 2 ans et j'étais à l'INSEP aussi. D'accord. Voilà, non, c'est vrai, c'est un bon mec. Bon, super. Si tu peux lui en toucher un petit mot, lui dire Ouais, carrément. que ça s'est bien passé pour toi, c'est cool. Euh, Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie? Euh, en début d'année dernière, je dirais. Bon, plus grosse, voilà, on a souvent des périodes de doute, hein, mais plus début d'année dernière, voilà, parce qu'on avait fait une longue prépa de 6 8 semaines. J'avais commencé les tournois en janvier avec les qualifs de l'Open d'Australie à Doha. Et en fait, j'avais pas gagné un match pendant un mois et demi. Donc, c'est compliqué, hein, de jouer chaque semaine et de pas gagner un match, de revenir, de s'entraîner tout le temps. Donc, c'était assez compliqué, mais voilà. Après, c'était une période de doute, mais voilà, il y a quand même pire dans la vie. Et comment t'en es sorti? En fait, en gagnant un match, c'était au Challenger de Cherbourg. Au final, j'ai coupé un peu la dynamique et j'ai gagné un match. Et puis après, forcément, la confiance est revenue et ça s'est bien passé par la suite. Et maintenant que cette période est derrière toi, qu'est-ce que ton toi qui a un peu plus d'expérience te dirait à ton toi de l'époque? De mettre plus les choses en œuvre pour que ça se passe bien, justement, parce que là, c'était pas forcément le cas. Voilà, j'étais dans une mauvaise spirale et j'essayais pas vraiment non plus de la couper. Donc c'est plus, voilà, quitte à faire un petit break ou vraiment à péter les plombs, mais un bon coup pour Hmm, qu'ensuite ça se libère pour que ça aille mieux. d'accord. C'est quoi ton truc à toi pour devenir une meilleure personne? Déjà, rester moi-même, soi-même, pas me prendre la tête et puis voilà, rester avec un bon entourage surtout, parce que c'est important pour nous, les sportifs. Yes. Ton plus gros rêve en carrière, est-ce que c'est le même que quand tu étais jeune ou il a évolué? Non, ouais, c'est à peu près le même. Ce serait pas forcément d'être numéro un, même si j'ai l'opportunité, je vais essayer, hein, mais c'est plus de gagner un grand chelem ou quoi. Voilà. Et
en termes de classement, est-ce qu'il y aurait un palier où, quand tu arrêtes ta carrière, tu te dirais, putain, j'ai zéro regret parce que j'ai pété ce palier-là? S'il devait y en Ouais. avoir un, ce serait lequel? Ouais, j'aimerais être dans les 10. Être dans les 10, c'est un bon objectif. C'est pas un rêve, c'est un vrai objectif parce que je sais que j'en suis capable, même si ça va être très très dur. Donc, c'est essayer d'être dans les 10. Yes. L'expérience la plus exceptionnelle de ta vie, un truc que tu as fait qui était ouf, ce serait quoi? C'est quoi? Euh, Bah, il y a peu de temps, bon, c'est hors tennis, hein, mais Ouais. il y a peu de temps, j'étais bah, en Afrique du Sud, justement, je suis parti voir ma copine, on a fait un safari. Donc, c'était un safari, j'en avais jamais fait, j'avais vachement envie d'en faire un, et forcément, c'est des trucs qui marquent, et c'était super bien. Ouais. Génial. J'ai oublié de la poser avant, mais est-ce que tu as vécu un truc sympa à nous raconter avec Roger, Rafa, Joko, ou même Danil, en dehors du cours, tu vois, qui nous permet de comprendre un peu mieux qui sont ces bonhommes en dehors du cours? Non, j'ai parlé un petit peu avec Dany. Après, j'ai pas trop d'anecdotes, mais j'ai parlé un petit peu avec Dany ou quoi, qui parle très bien français hein, et qui est très marrant, qui se prend pas vraiment à la tête. Donc non, après j'avais prévu un entraînement avec Nadal à Bercy il y a 2 3 ans. Et en fait, j'avais une début de déchirure au psoas. Et il y a Moya qui est venu nous voir avec notre entraîneur, avec mon entraîneur, et qui nous a demandé si ça m'intéressait de faire l'entraînement avec Nadal le lendemain. Donc moi, j'ai direct dit oui. Et en fait, j'ai oui parce que voilà, j'avais envie de jouer avec lui, mais au final, j'avais une déchirure et si t'es pas 100% avec Nadal, ça risque d'être compliqué. Et au final, le soir même, on a dû annuler pour le lendemain parce que voilà, il voulait que je joue avec quelqu'un qui est à 100%. Ça te fait quoi de te dire que c'est tes collègues de travail, ces gars-là? Bon, c'est assez sympa, hein, assez sympa. On travaille aussi bah, pour jouer contre les meilleurs. C'est des mecs qui ont marqué bah, l'histoire du sport. Donc c'est cool de pouvoir jouer les mêmes tournois qu'eux et de pouvoir pas les affronter aussi. Si tu devais te comparer à un joueur de foot, ça serait lequel? Sur ton style de jeu, ton caractère, tout ça, quoi. Ouais. Non, style de jeu, peut-être Verratti. Ok. Caractère, pas vraiment. Je dis Verratti parce que voilà, il est quand même assez adroit. Après, ouais, Verratti, je dirais. Tu joues pas trop le double sur le circuit? Non, pas trop. En Challenger, je jouais pas, quasiment pas. Là, j'essaye de jouer un petit peu plus. Après, voilà, c'est compliqué parce que quand on joue en simple, ben, on peut jouer sur la semaine d'après. On n'a pas forcément envie d'être bloqué par le double. Hmm. Donc non. Mais après, voilà, sur les grands chelems ou quoi, j'essaie quand même de jouer le double régulièrement. Et au rugby, un joueur qui te ressemble? Ce qui me ressemble, ouais, je sais pas trop. Rugby, non, je sais pas trop. J'en ai pas forcément. Ouais, non, c'est compliqué. Pas trop rugby. Et au lancer de poids? Il Pas lâche trop. rien, tu sais. J'en ai pas. Bon, énorme, un grand merci. On a fait plus de temps que prévu. Désolé que ça ait tiré un peu plus, mais merci pour ta disponibilité en tout cas. Non, merci à C'était toi. cool. C'est cool, ouais. Allez, Bon, bonne fin de journée, à à bientôt. bientôt. Bon courage. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Hugo et merci à Sandrine d'avoir tout organisé et de nous avoir fait confiance. Pense à récupérer le secret d'Hugo Gaston pour réussir l'amortie parfaite en t'inscrivant à notre newsletter. Premier lien en description. C'est offert. Merci à Milaslo qui écrit en commentaire sur Apple Podcast. Salut Max, je viens de découvrir les podcasts. Quel bonheur de découvrir l'histoire des champions de mon enfance. J'ai déjà écouté Di Pasquale, Santoro, Clément, Manarino. Ça serait super d'avoir Seb Grosjean, Pioline. Et en plus récent, Simon, Tsonga, Gasquet. Bah, Milaslo, tu vas pouvoir scroller, hein, puisque Simon et Tsonga les a déjà. Et Richard devrait pas tarder d'arriver. Et l'étape d'après, le rêve ultime, les internationaux comme Guga dont l'autobiographie est folle. Bravo pour ton travail, j'adore les intros sur les joueurs. Merci en tout cas pour ton retour. Mais ouais, j'adorerais avoir Guga et je savais même pas qu'il avait une autobiographie. Donc voilà, je me plongerai dedans avec grand plaisir. Merci en tout cas pour le tip. Dis-moi pour ta part ce que tu as pensé de cet échange sur YouTube et Apple Podcast. J'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et lâche-toi, donne tout. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, enfin voilà quoi. Lâche-toi, fais-nous plaisir, fais-toi plaisir, fais plaisir à tout le monde.
Merci à Joubert pour le soutien sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme participative où tu peux faire un don pour nous soutenir du travail fourni. Ça fait tellement de bien de se sentir accompagné. Tu peux le faire en tapant T-I-P-E-E-E, donc 3 E, espace tennis, espace légende dans Google. Facile à trouver. Pour rappel, on organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 top 100. C'est les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. Pensez au bouche à oreille, les légendes. Ne lâchez rien de ce point de vue-là. Vous êtes des ambassadeurs incroyables. Gratitude éternelle aux plus actifs d'entre vous. Et les autres, bisous quand même. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part. Sur LinkedIn, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta, à Max_Zamora, toujours Z-A-M-O-R-A _TL _, c'est le trait du dessous pour les meilleurs d'entre nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment au top du top. Je crois même pouvoir dire que vous êtes des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite.